Je remercie les absentes pour m'avoir invité. Je me sens un peu comme Monsieur Jourdain parmi les informaticiens ici, parce que en fait, je pratique les humanités numériques comme un paysan de la Garonne qui mettrait les pieds dans le plat plus qu'il n'en maîtriserait la technique. Mais néanmoins, je voudrais vous faire une sorte de retour sur expérience à partir d'un projet dont je m'occupe depuis une dizaine d'années maintenant, comme porteur et comme concepteur, qui en fait essaye de transférer sur le support numérique un phénomène textuel, intellectuel et culturel qui est antérieur à l'informatique et qui en fait la précède. Je veux parler de la réception de la Bible dans le contexte de ses commentaires patristiques, ce qu'on appelle la Bible glosée, donc une sorte de commentaire marginal associé au texte de la Bible dans des manuscrits, conduisant et impliquant des mises en page et des recherches ergonomiques de confort visuel depuis la fin de l'Antiquité, ou même depuis l'Antiquité même, puisque ce principe d'annoter dans les marges, c'est en fait ça, se trouve déjà vérifié et mis en œuvre pour les classiques grecs, Homère, Virgile, etc. ont fait l'objet de commentaires glosés, c'est-à-dire d'annotation au texte principal. Donc ce principe, cette méthode a été appliquée à la Bible, et spécialement au Moyen-Âge, dans un contexte d'une culture où la diffusion du savoir se fait par ruissellement, à partir de classes, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire à partir des écoles, diffusant le savoir auprès de professionnels de la diffusion du savoir que sont les clercs, et induisant le développement des pratiques de la prédication, donc de la communication orale, ainsi que de la communication écrite. Donc, la Bible étudiée comme repère structurant d'une société, et ce repère structurant prenant forme dans des manuscrits qu'on appelle des livres glosés. Je vais tout de suite vous en montrer quelques images. Je m'excuse pour le PowerPoint parce qu'il n'a pas été conçu spécialement pour cette intervention, mais il me permet de vous mettre à votre disposition un certain nombre d'éléments visuels, justement, pour aider à comprendre ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'en fait, mon problème d'interface graphique moderne est conditionné par une histoire des interfaces graphiques du texte que je veux éditer. Donc, cette Bible glosée est caractérisée par des dizaines, non, pas des dizaines, oui, des milliers d'exemplaires manuscrits, étant pratiquement tous différents les uns les autres, même s'il y a une tendance à la standardisation, et présentant des systèmes de mise en page extrêmement différents les uns des autres. Vous voyez des manuscrits, ici un manuscrit latin, ici un manuscrit d'une chaîne exégétique grecque pratiquement contemporain, un exemplaire des épîtres de Paul glosé au XIIe siècle, donc des mises en page extrêmement instables, toutes guidées dans l'esprit du rédacteur et du copiste de chaque manuscrit par un souci d'ergonomie, de lisibilité, conditionné par la structure matérielle de la page papier. Et donc l'enjeu pour nous était de dématérialiser ces textes et ces mises en page multiples, de les homogénéiser et de permettre de les intégrer dans une structure informatique qui permette d'exploiter les données. Donc, que fallait-il faire des mises en page? C'était la première question. Et en fait, le problème a été résolu parce que, évidemment, il s'agit de favoriser la lecture des textes et donc de se libérer des contraintes de la mise en page papier pour favoriser la lecture et la simplifier. Donc, inventer une mise en page simple qui s'inspire de solutions médiévales selon deux principes: rechercher d'abord le confort de la lecture et surtout identifier, distinguer et donner à lire les microstructures, donc structurer le texte, titres des chapitres et des livres, textes bibliques, pièces liminaires. Donc on se trouve avec, vous voyez, des systèmes ici
sur l'image de gauche, si la souris veut bien... Non, la souris ne fonctionne pas. Donc, sur l'image de gauche, vous avez affaire à un manuscrit carolingien où le texte biblique est centré et les gloses restent effectivement marginales. Et dans la deuxième image, vous vous trouvez au milieu disons dans le premier tiers du XIIIe siècle, avec à peu près le même texte, mais où vous voyez l'envahissement des commentaires et donc des commentaires. La glose est une sorte de véhicule qui, à travers le temps, transmet les interprétations de la Bible héritées des pères de l'Église, puis des auteurs carolingiens, et puis au XIIIe siècle, avec le développement des écoles et des universités, s'ajoute une nouvelle couche rédactionnelle que vous voyez ici dans les marges, qui sont les commentaires des maîtres des écoles. Tout ça s'emboîte, et donc on a un texte extrêmement structuré qui fait l'objet de différences de mise en page et de mise en texte en constante évolution. Et qui donc, en fait, sont, avant la lettre, une base de données d'interprétation classée selon l'ordre du texte biblique, puisque la structure de cette Bible glosée, une Bible glosée au Moyen-Âge, c'était une dizaine de volumes d'à peu près 300 feuillets chacun. Et maintenant qu'on en a terminé la transcription dans l'édition incunable de la fin du XVe, c'est l'équivalent de 12 000 pages à 4 transcrites. Donc je sais bien que ça, en informatique, ça ne veut pas dire grand-chose, 12 000 pages à 4, mais enfin, ça donne quand même un ordre de grandeur, 120 000 gloses allant de 2 mots à une page de texte transcrit. Et donc, des textes qui évoluent non seulement, et qui sont très différents les uns des autres, non seulement dans leur mise en page, mais également dans leur contenu, puisque chaque manuscrit est pratiquement, malgré un noyau commun qui grossit à la manière d'une boule de neige qui devient une avalanche, si vous voulez, malgré un noyau commun, il y a l'agrégation progressive de nouveaux commentaires, chacun ayant sa signification pour l'histoire culturelle de l'endroit et de la période où le manuscrit a été produit. Donc, il s'agit de produire pour l'éditeur une sorte de base de données qui permettent au lecteur d'accéder de façon transversale à la totalité des informations véhiculées par ce type de texte, texte biblique avec commentaires sur la même page manuscrite, et de permettre au lecteur de stratifier et donc d'identifier chaque élément du texte, le texte biblique, les gloses, de qui elles viennent, et où et dans quel manuscrit elles sont transmises, c'est-à-dire aussi un lien avec l'histoire, le temps et l'espace propres à chaque information. Donc des éléments très nombreux, ayant chacun des conditions d'origine spatio-temporelle et intellectuelle différentes, qu'il faut mettre ensemble en donnant en même temps les moyens au lecteur de distinguer et d'identifier l'origine, le sens et la source de chacun. Pourquoi ? Parce qu'au fond, l'enjeu de ce type de texte, c'est la connaissance, non pas du particulier ou de la pax, j'ai entendu dans les captures de séances précédentes du séminaire que pour l'archiviste, la recherche, l'intérêt de la recherche était de découvrir l'unicum, la pax. Pour moi, comme historien, il s'agit au contraire d'essayer de comprendre, oui, ça a été dit, de comprendre au contraire les éléments qui ont forgé la culture du plus grand nombre. Et donc, cette Bible glosée, cet ensemble de textes, est comme une sorte de matrice culturelle pour la connaissance d'une société, la société médiévale, dans laquelle le religieux, et donc la Bible qui structure le religieux, sont des éléments déterminants pour la connaissance de qu'est-ce que c'est que la société, qu'est-ce qu'elle veut être. Donc d'où l'intérêt de ce type de texte. Alors, évidemment, quand donc l'objectif était de fournir non pas une base de données déstructurante, déjà au XIe siècle, on se plaignait que les Bibles glosées telles que vous les avez vues tout à l'heure, il y a un texte de l'abbaye de Lérins où un moine fait un commentaire et dit dans son introduction à son abbé, tu m'as demandé de faire un commentaire continu parce que les vieux pères du monastère se plaignent qu'avec ce système nouveau des gloses, il parle des gloses plutôt du côté droit que du côté gauche de la page, l'œil des plus anciens ne sait plus à quel sens vouer pratiquement pour reconnaître la structure du texte et la continuité du texte
il louche pratiquement, dit ce texte, entre la marge et l'interligne. Et donc, s'il vous plaît, refaites-nous quelque chose de structuré. Et donc, toute l'histoire des mises en page de la glose au XIIe siècle a cherché à donner à lire, malgré tous ces textes, dans un système, une organisation qui permette de restituer une certaine continuité du commentaire, de retrouver la structure syntaxique des textes et une organisation logique des commentaires autour de ce texte. Donc ça, avec cette problématique-là, qui est très liée finalement aux conditions d'accès aux données par l'interface ce que les médiévistes appellent la mise en page, eh bien vous avez toute l'histoire de l'exégèse médiévale, les principes dynamiques de l'histoire de l'exégèse médiévale qui se trouvent résumés, puisque tous les commentateurs ont toujours cherché à redonner un sens homogène à ces textes éparpillés autour du texte biblique. Et pour l'éditeur moderne, pour le défi pour les humanités numériques est de donner ces textes à lire dans la continuité, comme des textes à proprement parler, et en même temps de donner les moyens d'interroger ces données de façon transversale par des requêtes, et si possible par des requêtes croisées, qui permettent justement de faire parler ces textes. Par exemple, si je veux savoir comment est conçu au Moyen-Âge le principe de l'amour courtois, on va définir un champ lexical et à partir des mots recherchés, on va voir dans la glose à quoi ils sont associés. Et après, il faudrait voir aussi dans quel manuscrit de la glose ces concepts sont développés d'une façon particulière plutôt que dans d'autres. Et vous verrez que dans certaines régions, par exemple dans le sud de l'Angleterre, où le système du mariage était différent que dans le nord de la France, par exemple, eh bien, on va avoir des textes qui vont parler différemment. Pour ça, il faut que chaque unité textuelle, que le texte soit extrêmement structuré et que les unités textuelles puissent être elles-mêmes datées et localisées. Donc, ce que je voudrais surtout, c'est vous présenter, au fond, le produit fini, maintenant que ce petit concept cette petite présentation a été faite, pour essayer de voir qu'est-ce que les spécialistes des interfaces graphiques peuvent dire de ce projet et comment on pourrait l'améliorer. Parce que justement, par la force des choses et les contraintes des budgets, effectivement, l'aspect design, pas l'aspect ergonomique forcément, mais malgré tout aussi, ont un peu été laissés de côté. Le site a été monté pratiquement en 3 mois par une ancienne élève de master en humanité numérique de l'école des Chartes, Laura Barbet, à laquelle il faut vraiment rendre hommage, parce qu'avec des moyens extrêmement contraints et le zèle, la fervor novicii d'une débutante, elle a réussi avec audace à relever un défi que les spécialistes d'humanité numérique considéraient, qui faisait peur aux spécialistes des humanités numériques. Parce qu'en fait, notre objectif a été d'abord de transcrire, finalement on l'a fait à la main parce que l'ossérisation était absolument impossible, la première édition imprimée de ce texte de la glose, qui était comme la dernière efflorescence des évolutions médiévales, et de transcrire ces 4 volumes de 2400 pages nous a pris à peu près 10 ans, puisqu'on vient de terminer, il y a un mois, la saisie. Ensuite, il s'agissait de structurer ces textes, ce que j'ai fait, et de procéder non pas par un encodage direct en TEI, mais par un système de feuilles de ce qu'on appelle feuilles de conversion XSLT, c'est-à-dire une feuille de transformation de format. Je gage que pour moi, le cœur de l'enjeu principal des humanités numériques, c'est de pouvoir favoriser, fluidifier la transformation de format et de langage et pouvoir passer d'un encodage de type Word vers un encodage universel de type TEI, etc. Et c'est ce que nous avons fait, c'est-à-dire que tous les textes sont préparés et restent disponibles en format Word, sont structurés de façon très rigoureuse en format Word, et ensuite sont passés par une feuille de conversion XSLT en TEI. Ça, c'est l'arrière de la tapisserie, et c'est ce qui a permis au projet de décoller, parce que la saisie et l'encodage direct en TEI prenaient 4 fois plus de temps, et les interfaces étaient à l'époque, et je crois le reste encore aujourd'hui, beaucoup trop lourdes pour permettre un encodage direct. L'ossérisation également n'était pas possible, parce que le système, la segmentation spécifique
donc les blocs de texte, images et textes bibliques que représentent les livres de la Bible glosée, demandent en fait un paramétrage, une adaptation du paramétrage de l'OCR pour chaque page de chaque manuscrit, ce qui rend absolument improductif tout essai d'automatisation pour l'instant. Il faudrait que la machine d'elle-même rezoome et recadre, si vous voulez, chaque bloc de texte et les identifie en distinguant très bien ce qui est glose, ce qui est texte biblique, etc. Et dès qu'on a des phénomènes de glose interlinéaire, la méthode, si vous voulez, le phénomène, enfin la méthodologie de la reconnaissance de caractère automatique, même si elle marche sur des textes manuscrits à longue ligne ou même à 2 colonnes réguliers, pose des problèmes d'adaptation terribles du côté des manuscrits glosés. Donc nous essayons, ce que nous avons à faire, le défi que nous avions à relever, portait sur des choses que l'informatique et les humanités numériques, dans l'état actuel de leur développement, et probablement encore pour longtemps, en partie pour des raisons de budget, et en partie, je crois, pour des raisons intrinsèques liées au système de la mise en page médiévale des livres glosés, posent. Donc on devait relever un défi que les humanités numériques ne peuvent pas relever du premier coup. Donc l'investissement humain, le travail du chercheur, l'analyse des textes, leur transcription manuelle et leur encodage ou leur pré-encodage obligeaient, sous peine de nous diluer, de nous perdre et de perdre un temps fou et un effort de concentration très difficile dans l'encodage direct, il était mieux d'utiliser, de recourir directement, le plus longtemps possible, à l'ergonomie, on y revient, du système de traitement de texte le plus simple et le plus accessible par le plus grand nombre, sans exiger des spécialisations ou des connaissances particulières d'un langage informatique, c'est-à-dire, bêtement, un traitement de texte de type Word. Ensuite, donc, la mise en page que nous avons adoptée, on va y revenir, je pourrais peut-être y revenir par le PDF. Voilà, donc, on devait passer du système de la glose imprimée telle que vous la voyez ici à gauche, vers un système linéaire d'une glose intercalaire où sous chaque mot ou terme biblique commenté étaient placés à la suite les uns des autres les commentaires relevés dans les marges et l'interligne, en distinguant à chaque fois ce qui est situé dans la glose, dans l'interligne ou dans la marge, qui finalement a peu d'importance au niveau sémantique. Et à chacun de ces textes sont ajoutés un apparat classique selon les méthodes de la philologie historique classique, qui sont aussi une contrainte pour l'éditeur numérique. On doit tenir compte d'une histoire des mises en page, d'une histoire des textes et aussi d'une histoire du traitement de ces textes et des principes de leur édition, c'est-à-dire de leur mise en évidence en distinguant très bien, justement, vous voyez, donc vous avez en bleu le texte biblique, dans les marges les références aux livres, aux chapitres et aux versets de chaque passage, et sous chaque lemme biblique, les commentaires, donc les gloses, en indiquant glose interlinéaire, glose marginale, ainsi qu'à chaque fois, les manuscrits pour lesquels chacune de ces 120 000 sentences a été ou non collationnée. De sorte que le lecteur sait, voilà, à partir de cette glose, elle est établie dans l'édition incunable, c'est Rouche, et également dans tel ou tel manuscrit. Et donc l'objectif du projet n'est pas seulement de transcrire et de donner un état figé, comme avec un microscope optique, d'un état de la Bible glosée à la fin du XVe siècle, mais progressivement, en intégrant les variantes des manuscrits repérés, de permettre d'avoir une approche dynamique de l'évolution de la réception et de la compréhension de ces textes bibliques, puisque à la Bible glosée, qui se développe entre le 9e et le milieu du XIIIe siècle, se sont ajoutés progressivement d'autres systèmes de glose complémentaires, les Postiduc de Saint-Cher, la Catena Aurea de Thomas d'Aquin sur les évangiles, qui sont venus à chaque génération en complément du noyau initial de la Bible glosée du XIIe siècle,
et qui donc forme ce système de boule de neige qui devient de plus en plus grand et qui grossit pratiquement jusqu'à la fin du XIIIe siècle. Donc mon ambition, autour de ce noyau de la glose ordinaire, est d'ajouter progressivement d'autres couches textuelles, mais en gardant toujours cette même structure. Et donc, de permettre au lecteur d'accéder chaque fois et de comprendre à la spécificité, à l'origine, de quelle glose s'agit-il, où est-elle attestée, à quel auteur se rapporte-t-elle. Donc, à quel auteur se rapporte-t-elle, ça suppose une recherche sur l'identification des sources, et où est-elle attestée sur les manuscrits dans lesquels cette glose se trouve ou ne se trouve pas. Parce que, voilà. Donc, apparat du texte, apparat des sources, associé. Alors, vous voyez, par exemple, là, j'ai donné un exemple, parce que c'est important, puisqu'on parle du problème graphique, d'un état évolué de cette glose, où sur un passage biblique, il s'agit de la généalogie du Christ au début de l'évangile de Matthieu, vous avez à gauche le texte non plus de la glose directement, mais de la Catena Aurea de Thomas d'Aquin, donc qui est une évolution de la glose ordinaire dans le troisième tiers du XIIIe siècle, dont j'ai essayé de rechercher les sources. Et je me suis rendu compte que la source directe, les correspondances entre le texte édité et la source sont en caractère gras dans la colonne centrale, en rose, là, en orange, et dans la colonne grise, on a le texte de la glose ordinaire elle-même. Thomas d'Aquin attribue tout ce passage à la glose. Comme vous le voyez en vert écrit en haut, c'est l'attribution médiévale du texte, glossa. En réalité, il ne s'agit pas de la glose ordinaire, mais d'un commentaire. Le commentaire d'Anselme Delan, réputé être l'auteur de la glose ordinaire. Ce commentaire est donc plus proche du texte de Thomas d'Aquin que la glose ordinaire telle que je vous l'ai présentée tout à l'heure, qui elle-même est une extraction du commentaire central d'Anselme Delan. Donc on a en fait deux versions différentes du même commentaire central. Donc je me trouve, avec mes textes à éditer, devant un contexte textuel extrêmement complexe, où j'ai des textes qui s'emboîtent les uns dans les autres comme des poupées russes. Donc il faut qu'au niveau, vraiment l'image c'est la poupée russe, hein. Vous avez la petite matrioshka, c'est la glose ordinaire qui est relue par Thomas d'Aquin, qui est relue éventuellement par un autre commentateur, et qui eux-mêmes ont des racines. Même la petite matrioshka, là, elle contient encore des plus petites matrioshkas, et ça va pratiquement jusqu'à la taille d'une tête d'épingle, si vous voulez. Donc cet emboîtement réciproque, il faut que, on a souvent parlé d'histoire dans les problèmes de ces paramètres, nouveaux paradigmes du numérique, eh bien là, l'éditeur doit raconter une histoire, il doit donner à lire ce texte dans sa continuité et dans son développement historique. C'est pour ça que plutôt que cette mise en page synoptique qui permet de voir les choses, à la fois pour des raisons pratiques, parce que la conversion XSLT, TEI, etc., apparemment, ça posait trop de problèmes d'éditer les textes en parallèle, nous les avons édités de façon très classique, sous cette forme-là, c'est-à-dire bon, les éléments, le paratexte pardon, oh, il est sensible. Le paratexte médiéval, glossa, un identifiant unique pour chaque sentence, entre accolades en haut à gauche, puis le texte même édité. Alors, j'ai encore rajouté une complexité à mon édition. Les glossateurs, les gloses ne sont pas des florilèges, les gloses ne sont pas des anthologies, ce ne sont pas des patchworks ou des copier-coller faits de citations littérales, c'est toujours une réécriture par un commentateur qui essaye d'intégrer chacune de ces tesselles héritées des patrimoines anciens dans l'ordre d'une nouvelle continuité, de nouvelle organisation du texte et du commentaire. Donc, vous avez des informations, l'ordre du texte de la source, en bas dans la note. Par exemple, la source a 5 propositions dans l'ordre A, B, C, D, E. Eh bien, le commentaire ici de Thomas d'Aquin les cite non pas dans l'ordre A, B, C, D, E, mais A, B, C, D. Il y a une inversion F, E, G. Donc, je l'indique aussi. Donc, ici, sur cette présentation-là, qui est
l'édition la plus basique, on se trouve devant effectivement un récit historique, puisqu'on redescend depuis le texte édité jusqu'aux différents niveaux et différentes couches de texte qu'il précontient. Donc, si je viens, comme je vous l'avais promis, mais je ne tiens pas mes promesses, au site lui-même, après une page d'accueil sur laquelle je passe, nous avons accès, je vais essayer de fonctionner comme ça, donc aux différents textes édités, la glose ordinaire, Thomas d'Aquin, bientôt Hugues de Saint-Cher. Alors, oui, voilà. Donc, les textes sont la structure, là, vous avez l'intégralité des textes de la Bible, et pour chaque livre, on peut choisir le livre qu'on veut. Donc, par exemple, ici, je prends l'évangile, non, je veux l'évangile de Marc, et j'ai la possibilité, donc après une introduction, voilà, de sélectionner chapitre. Je ne sais pas pourquoi la souris ne fonctionne plus. Ah là, le voilà. Ça va nous aider. Donc on peut sélectionner un chapitre au hasard. Et on se trouve devant, effectivement, l'édition, j'allais dire, linéaire, telle que je vous l'ai décrite jusqu'à présent. Chapitre, les versets et donc dans la marge, le texte biblique, les gloses, l'une après l'autre, l'apparat de chaque glose et du texte biblique lui-même, puisque le texte biblique du XIIIe siècle n'est pas tout à fait le même que celui du IXe ou du Xe siècle. Et les sources, quand il y en a, ou quand on a pu les éditer, puisque l'intérêt de l'instrument informatique est de procéder, disons, à partir du noyau central, qui est l'établissement même du texte, de la noter, de pouvoir la noter de façon progressive. Donc, on se trouve devant des exigences de l'interface, des exigences graphiques, de design et d'ergonomie très particulières, puisque trop d'informations tue l'information, et un des défis que nous n'avons pas suffisamment relevé jusqu'à présent est de permettre au lecteur de sélectionner les informations à afficher. Donc, vous avez ici, dans le coin à gauche, donc, un système graphique extrêmement basique. Donc, la structure est là, puisque nos textes sont en TEI, en encodage en langage TEI, en principe. Toutes les possibilités de mise en forme, de disposition graphique, d'affichage sont théoriquement possibles, à condition, comme toujours, d'avoir les budgets, l'équipe et le personnel compétent pour le faire, et c'est en général toujours là que le bas blesse. Bref, mais il a été prévu de pouvoir afficher, mais alors là je viens plutôt comme demandeur et comme pour vous présenter en fait une situation X, celle de ce projet qui a comme ambition de donner à lire des textes complexes, à la fois de les donner à lire dans leur continuité et en même temps de les interroger. Je vous présente un cas de figure à améliorer, évidemment. Donc, on a ici la possibilité de lire le texte biblique seul, ça ne me paraît pas ce qu'il y a de plus, disons, fun au niveau de l'habillage, on n'est pas dans le Lagerfeld, mais malgré tout, c'est techniquement possible de lire le texte avec ses gloses, sans les apparats, d'y rajouter les apparats, de sélectionner un livre à l'intérieur, donc de rebondir d'un texte à l'autre, de sélectionner un chapitre, etc. Et vous voyez, l'ergonomie la reste quand même un petit peu lourde, et de rechercher à l'intérieur du livre. Alors là, on en vient au système de la requête. Pour l'instant, donc soit on peut accéder aux requêtes par ce menu déroulant ici sur la gauche de la page, soit on peut aller en recherche avancée, ou on peut faire des recherches à l'intérieur du texte même de la Bible, des prologues, des gloses elles-mêmes, des lemmes bibliques, c'est-à-dire des passages bibliques commentés à l'intérieur des gloses, des sources, c'est évidemment fondamental. Si je veux savoir, par exemple, dans la glose ordinaire, tous les textes identifiés comme provenant de la Cité de Dieu de Saint-Augustin, dans la mesure où le scientifique à la base a fait le travail d'identification, on peut remonter vers ces données. Et l'apparat du texte aussi, c'est-à-dire chercher par manuscrit, puisque cette édition est appuyée sur... je vais y arriver... Ouais, non.
Voilà. Sur un inventaire systématique des manuscrits latins de la Bible glosée, qui pour l'instant n'est complet que pour la France et qui contient à peu près 4500 cotes de manuscrits glosés, un manuscrit glosé pouvant comporter plusieurs livres bibliques. J'en suis à 6600 livres bibliques glosés, mais évidemment, je n'ai dépouillé que les catalogues français, une partie de l'Angleterre, et pour le reste, on procède de façon progressive, en indiquant très bien ce qu'on a fait. Et donc, pour chaque manuscrit, vous voyez, il y a un sigle, donc un identifiant unique du manuscrit. On peut rechercher par livre biblique, c'est la deuxième colonne. On a évidemment les cotes avec les liens hypertextes lorsque le manuscrit fait l'objet d'une description catalographique en ligne. En principe, je renvoie toujours à la bibliothèque de conservation, ou à la notice de la bibliothèque de conservation, parce que je pense qu'elle est plus motivée à maintenir à jour les informations que des bases de données extérieures de type IRHT, etc., qui n'avancent jamais ou qui seront toujours... Enfin, c'est pas qu'elles avancent jamais, mais elles avancent jamais de façon homogène. Alors, il faudra couper au montage. Elles n'avancent pas de façon homogène et systématique pour tout. Donc, renvoie plutôt à la bibliothèque de conservation et, lorsque le manuscrit est numérisé, des liens hypertextes qui renvoient à l'image en ligne. Voilà, là, on tombe sur Gallica, par exemple, et on se trouve, et donc, avec un dépouillement, donc en fait, ça fait office, si vous voulez, de table des matières de l'ouvrage. S'il y a plusieurs livres, on veut tomber sur Isaïe, on peut, à partir de ce tableau, directement aboutir sur Isaïe. Et donc, si j'ai indiqué dans l'apparat du texte de ma glose qu'elle vient de ce manuscrit, avec le lien hypertexte vers la page de la glose, on peut éventuellement vérifier la transcription en retombant sur le manuscrit. Et donc il y a une interaction entre le texte et l'image et la source du document. Donc potentiellement, la structure est en place. Encore une chose peut-être à signaler au niveau de l'intérêt, disons, de l'utilisateur. Donc on peut faire également des recherches par autorité mentionnée, c'est-à-dire la façon dont au Moyen-Âge les textes ont été attribués. On a donné un exemple tout à l'heure d'un texte attribué à la glose qui en réalité était de l'auteur de la glose, Anselme Deland. Les autorités identifiées par l'éditeur et surtout, ce qui est très important dans le domaine biblique, faire des recherches par référence biblique identifiée. Dans un commentaire sur Isaïe, on peut très bien citer un passage de saint Paul dont l'histoire est à faire également. Et donc, par exemple, on peut, à partir des références identifiées dans les apparats, choisir, par exemple, extraire plus exactement de l'ensemble du corpus le dossier de toutes les citations de tel passage de saint Paul, par exemple, pour voir comment tel passage de la Bible est interprété non seulement dans son lieu spécifique, dans la glose, mais dans tous les échos et les rejaillissements de ce texte à l'intérieur, ou les échos que ce texte a à l'intérieur de l'ensemble de ce corpus ou de ces corpus. Alors, pour ne pas être trop... Donc, à ce système, donc, on a les textes édités, tels qu'ils ont été structurés avec l'apparat de recherche. On a également, je propose également un panel de ce que j'ai appelé des instruments, c'est-à-dire des métadonnées, liste d'abréviations utilisées, abréviation des livres bibliques. Évidemment que tout ce système de repérage et d'identification des sources suppose que la grammaire et la syntaxe des apparats soient absolument rigoureuses et identiques. Si tout à coup vous mettez un espace à la place d'un point, eh bien, la machine ne reconnaîtra plus l'occurrence, et donc il est absolument important d'être totalement le plus homogène possible. Un apparat pour l'instant c'est encore assez croupion, des auteurs cités dans les sources, cités dans le texte, des auteurs, une bibliographie des textes des auteurs cités. Je rebondis. La liste des manuscrits bibliques, on l'a vu, des manuscrits de la glose. Les éditions citées, donc c'est tout bêtement une bibliographie, une ratio éditionniste, donc une explication des principes de l'édition, et enfin, c'est un travail qui n'a été fait pour l'instant que pour la moitié du corpus, une homogénéisation des graphies, parce que si on veut que la machine reconnaisse le mot Jérusalem partout où Jérusalem est cité, dans nos manuscrits
qui s'étale entre le 6e pratiquement et le 16e siècle, le mot est écrit au moins de 4 ou 5 ou 6 façons différentes. Donc il a fallu, au fur et à mesure, repérer ces différentes, dans chaque colonne et en fonction des sources, les différentes graphies, décider d'une graphie commune et l'appliquer à l'ensemble du corpus. Ce que je ne pourrais que, à l'instant présent, je ne peux faire qu'à partir de Word, à condition d'avoir les 15 000 pages de la glose dans le même fichier, ce qui fonctionne, ce qui n'aurait pas fonctionné il y a 10 ans. Donc on critique beaucoup Google, Word, PC, etc. Mais malgré tout, ma politique a été plutôt de faire usage de ce qui était à disposition, et plutôt que de réinventer quelque chose qui soit évidemment libre de droit, etc., mais qui aurait pris un temps fou et qui n'apporte pas la même efficacité. Même pendant très longtemps, on nous disait « Ah non, surtout ne travaillez pas en Word, travaillez en OpenOffice parce que la conversion est plus facile ». Eh bien aujourd'hui, c'est le contraire. L'encodage HTML qui a derrière le système de Word facilite au contraire tous ces systèmes de conversion et de reconversion. Donc voilà, voilà ce que, pour l'instant, ce qui est à disposition. Ce qui manque, c'est des possibilités d'interrogation croisée entre les différents corpus, puisque pour l'instant, il n'y a que la glose ordinaire qui est en format TUI, la Catena Aurea de Thomas d'Aquin, qui est très développée au niveau des sources, est encore mise à disposition pour l'instant que par un bête PDF. Ça fonctionne, c'est très bien indexé sur Google, mais bon, il faut encore un temps de développement et donc des budgets pour appliquer l'XSLT de la glose à la Catena Aurea, etc. Donc, possibilité d'interrogation croisée de type caractère booléen. Aujourd'hui, on fait mieux que les caractères booléens, c'est presque un peu dépassé aujourd'hui. Mais enfin, bon, tout ça demande encore un certain développement. Et j'aimerais surtout améliorer l'interface graphique au niveau de l'ergonomie de la lecture pour permettre au lecteur, un petit peu sur le modèle de ce qu'on aurait voilà, sur un fichier Word, où vous avez d'un côté un volet de navigation qui vous permet de connaître et d'analyser la structure de base du texte. Là, on a les évangiles de la Catena Aurea par chapitre qu'on peut développer par distinction, c'est-à-dire sous-chapitre, par verset biblique, et même sentence par sentence, en fonction du texte, etc. Donc, un volet de navigation, le texte édité lui-même, et des apparats ou donc des méthodes, enfin, appelons ça comme on veut, mais en tout cas, les différents éléments de la notation scientifique, bien distingués, clairement identifiables, et également, éventuellement, escamotables ou affichables en fonction des besoins, puisque c'est le lecteur et ses besoins qui doivent primer et qui doivent être la règle, le moteur principal, le critère principal de l'organisation de l'esthétique, du design et de l'ergonomie des sites, et non pas, comme on le pense trop souvent en tant que concepteur ou porteur de projet, le confort de l'alimentation du site. Ce sont deux éléments différents qui, d'ailleurs, les deux ont besoin et exigent une ergonomie et un design propre, et qui ne sont pas forcément compatibles. Et donc je pense qu'il faut non seulement penser l'ergonomie, le confort du lecteur, qui est évidemment le but, mais aussi le confort au niveau de l'acquisition des données scientifiques, disons à proprement parler, pour ce type de texte. Ces deux types de confort qui ne sont pas incompatibles, mais qui doivent malgré tout être articulés et pensés différemment. Très souvent, quand on conçoit une base de données, je me souviens d'en avoir fait une expérience cuisante, on pense uniquement confort de l'alimentation et on se trouve tout à coup au bout du temps de travail et du budget alloué au projet et on n'a pas pu penser à l'ergonomie de l'interrogation. Ou alors, et c'est plus rare, on commence par penser à l'interrogation, et je vais terminer là parce que je pense que j'ai posé le problème et maintenant c'est à la discussion de l'ouvrir. Donc il faut, il y a un besoin de ce côté-là, donc ergonomie et design au niveau, à ces deux plans, alimentation des données et consultation des données. Et enfin, il y a un troisième niveau donc d'ergonomie et de design auquel il faudrait penser,
c'est celui de l'interactivité avec les lecteurs et avec la communauté réceptrice. Dans le cas, donc, ce qui est en fait mon objectif ultime, parce que j'aimerais pouvoir passer la main, et j'aimerais surtout, parce que tout seul je n'arriverai jamais à collationner ces milliers de textes et à les alimenter, j'aimerais surtout que d'autres puissent y participer, et c'était mon objectif au départ, que quelqu'un qui se trouve dans une bibliothèque en Italie, en Espagne ou au fin fond de l'Allemagne, en se connectant sur le site, même s'il ne collationne que 3 ou 4 colonnes d'un manuscrit, puisse apporter sa pierre au projet, quitte à ce qu'il y ait un système de validation des ajouts. Donc, en fait, une espèce de Wikisource développée, parce qu'en fait, le système interactif existe. Le problème, c'est que ce type de texte a des exigences très particulières au niveau de l'affichage, pas forcément des couleurs, mais chaque encodage du texte a son importance. Un italique ou une petite capitale ou un caractère gras, ça a une signification pour un éditeur de texte médiéval, et on ne peut pas faire l'impasse là-dessus, et je me suis toujours refusé je me suis toujours rebiffé quand les informaticiens me disaient « Ah mais ça c'est trop compliqué, il faut simplifier ». Parce que j'ai dit « Oui, je veux bien simplifier, mais ça va changer la signification du texte pour le lecteur scientifique, pour le public scientifique auquel ce texte est destiné ». Et on a réussi à relever le défi. Voilà, je m'arrête là et merci pour ce que vous allez pouvoir me dire.